Il était une fois un continent tellement riche qu'on venait de partout pour le dépouiller, mais tellement divisé qu'il n'arrivait jamais à dire non ensemble. On a hérité de ce réflexe du colon, lui vendre nos richesses et attendre qu'il revienne nous sauver. Et tant qu'on restera chacun dans notre coin, rien ne changera. Pensez-vous que l'unité africaine est encore possible? Répondez en commentaire. Et si ce débat vous parle, abonnez-vous maintenant, parce que la suite arrive. C'était l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Nous étions en janvier 1994, où le franc CFA, justement, a été dévalué. Ouais. Non pas parce que les États membres, enfin, des pays qui partageaient le franc CFA l'ont voulu, justement, mais parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. Michel Roussin. Voilà. Et Abdou Diouf nous explique le jour où on l'a convaincu, enfin, où il s'est retrouvé le dos au mur et qu'il n'avait plus le choix. Il dit, j'avais Michel Kandessu au téléphone qui me dit, il faut que tu amènes les autres États à dévaluer. L'ancien directeur du FMI. L'ancien directeur du FMI. Et il dit, mais je peux pas, je peux pas. Si je fais ça, les syndicalistes, ils vont me tomber dessus. Il dit, mais dans ce cas, tu n'auras pas de quoi payer tes fonctionnaires. Et ça, vous pensez que ce n'est pas essentiel dans la réflexion que nous menons ici sur la capacité des États, la nécessité pour les États d'avoir leur propre monnaie. Si le Sénégal n'était pas membre, n'utilisait pas le franc CFA et avait sa propre monnaie, Abdou Diouf n'aurait certainement pas reçu ce coup de fil. Il y a plusieurs sujets dans cette question. C'est-à-dire qu'il y a la partie de l'influence où on se sert de certaines institutions pour exercer des influences dans certains pays. Ça, c'est principalement l'effet qu'il y a eu sur Abdou Diouf. La dévaluation part du fait que la France a de plus en plus de mal à honorer les engagements financiers pour maintenir le franc CFA à flot à de tels niveaux. Et du coup, elle se désengage en disant pour que je maintienne ma garantie, il faut qu'on sous-évalue la monnaie. Donc, on ne va pas refaire ce débat là-dessus, mais c'était ça, principalement. Oui. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la monnaie, dans tous les exemples, je ne suis pas un cadre de l'histoire de l'économie mondiale, je vois juste que les grands exemples de l'industrialisation que nous avons aussi en Asie, du Sud-Est, en Chine, en Allemagne, en France, en Angleterre, le problème monétaire arrive quasiment à la marge. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que la monnaie, c'est un outil d'échange. C'est tout ce que je veux dire. Et le cas de l'Afrique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, montre d'abord qu'en Afrique, les pays qui détiennent leur propre monnaie, qui battent leur monnaie, ne sont pas extraordinairement fabuleux. Pas eux tous. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas un que je pourrais citer sans avoir honte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour dire que le problème, ça reste la façon dont les pays s'organisent. C'est-à-dire que si l'État est corrompu, inorganisé, la population peu éduquée, etc., ça ne sert à rien. On peut sortir toutes les formules du monde, c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, le marché unique commun. Moi, j'étais samedi entre Bastille et Nation pour soutenir les Soudanais. Parce qu'on a quand même connu le week-end, la semaine la plus violente, la plus atroce. Nous ferons une émission sur la question. Nous étions 200 à Paris. Nous étions à peine 200. Pour soutenir les Soudanais. Pour soutenir les Soudanais. Nous étions à peine 200. Et s'il n'y avait pas quelques Européens qui s'étaient mélangés au truc, je ne pense même pas qu'on atteindrait 80. C'est ça la réalité. Et on parle aujourd'hui de l'Afrique qui va s'unir, machin, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, quand je me rendais à la manifestation, sur mon téléphone, j'avais les messages sur les réseaux sociaux et des anciens présidents américains, les anciens chanceliers européens, allemands, etc., qui disaient que c'est la pire semaine depuis 2 ans. Ouais. On était 200 sur le truc. Donc il faut arrêter avec l'illusion de l'Afrique unie, etc. C'est très triste, c'est très triste pour moi faut arrêter. D'écouter ce que dit Serge Éric Meunier, qui pourtant est une vérité. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir s'interroger sur la capacité que nous avons sur le continent, nous 54 États, à être sérieux, à être ensemble pour mettre des projets ensemble. Vous savez, jeune étudiant, c'était en Allemagne, je me souviens, c'était dans les années 2000. Le Mozambique avait connu une inondation terrible. Il y avait des dizaines de morts. C'est la première fois que moi, jeune étudiant, j'ai pris conscience de nos incapacités à faire de la solidarité véritable en Afrique. Et ce sont des Allemands, de l'armée allemande, qui a été dépêchée pour aller sauver des Mozambicains de la noyade. Il n'y avait pas une seule armée africaine. Pourtant, on a l'Afrique du Sud à côté, on a le Botswana, le Malawi, on a la Tanzanie. Tous ces pays-là sont là. Et le sauveur est venu de loin. Comment, dans ces conditions, on peut se mettre ensemble pour faire une monnaie? Quand même, dans les moments les plus
les plus tristes. On n'est pas capable de solidarité. On pourrait prendre le même exemple pour le Mali, qui a été Il y a obligé... des mots qui me brûlent sur les lèvres. Oui, ça, tu vas. Professeur, répondez très rapidement. Nous adhérons à votre idéal. Mais voilà la réalité. J'ai des mots qui brûlent. Voilà. Bien, merci. C'est un fait qu'on ne peut pas contester, que les Africains ne sont pas unis. Et ça, c'est le drame de l'Afrique. L'Afrique ne fait que reproduire, l'Afrique actuelle, je veux dire, C'est ne ça. fait que reproduire ce que j'appelle l'ordre colonial de la conférence de Berlin de 1884-1885. Je pense Les que ça Africains plaît n'ont pas- bien à- Les Africains d'aujourd'hui, je pas essentiellement des dirigeants, n'ont pas encore compris que en 1884-85, quand on a émietté l'Afrique, ce n'était pas par hasard, c'était pour affaiblir ces États africains-là. Donc, il nous appartient, nous, même si c'est apparemment difficile, Oui, bien sûr. de comprendre que nous avons le devoir de nous unir. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, la misère que nous observons aujourd'hui va s'amplifier. Par exemple, en 2050, où on sera plus de 2 milliards. C'est ça. Voilà. Donc, l'émiettement de l'Afrique n'est pas conseillé. Ce qui nous permet donc, nous, dans nos rêves, à penser à l'État fédéral africain. C'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Même si, dans l'immédiat, ça paraît difficile. Bien sûr. Mais nous Il n'avons va falloir pas y d'autre- arriver. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Pourquoi? Parce que les États unis sont de plus en plus forts. Bien sûr. Exemple, nous prenons les États-Unis les États-Unis d'Amérique. Il y a eu une guerre d'abord. On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, 50 États unis d'Amérique, ils sont forts. Bien sûr. On prend le cas de la Chine. La Chine, elle est forte. 1 milliard 400 millions. Et ainsi de suite. Les Africains ont pour partenaires économiques directs les Européens. Entre l'Europe et l'Afrique, c'est 14 km. Oui, la Méditerranée. Au moment où les Européens sont en train de s'unir, parce que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est un État, c'est-à-dire c'est sur l'aspect politique. Voilà. Donc, nous faisons comme si nous ne voyons pas. Ce que nous disons. L'avenir est dans l'union. Pardon? L'avenir est dans l'union. L'avenir de l'Afrique se trouve dans son unité. Dans son unité. C'est que les États-Unis d'Afrique, aujourd'hui, c'est une utopie. Total. Pour la simple raison que les républiques ne permettent pas ces porosités. Parce que tant que nous avons des républiques Ouais. Avec des frontières. avec des frontières, pas simplement la république physique, mais la république structurelle, c'est-à-dire l'État républicain. L'État républicain qui se forme à partir de l'idée du peuple qui forme cet État. Si on ne change pas les formes d'État C'est ça. en Afrique aujourd'hui, l'union ou l'unité dont rêvait déjà Nkrumah dans les années 50 n'aura jamais lieu. Et c'est pourquoi? Parce que le peuple est souverain et il délègue sa souveraineté à celui qui le représente, qui, une fois au pouvoir, a tous les pouvoirs pour dire « je ne bouge plus ». Je ne bouge plus. Et donc, lorsque vous lui apportez une idée qui va amoindrir son ego, lui enlever le pouvoir dont il a rêvé toute sa vie parce que parfois il ne travaille pas, pour rien d'autre que la politique. Donc, vous lui enlevez ce qui fait la substance de son existence pour diluer ça dans une communauté dans laquelle il serait un élément lambda, il ne sera jamais partant. Et c'est ce qui bloque cette histoire de l'unité. Donc, il faut, puisque nous parlons de l'industrialisation, et on a bien vu que si on parle de l'industrialisation, il faut bien savoir Oui. dans quel espace Bien sûr. et dans quel temps il Bien faut sûr, vraiment bien sûr. penser cette politique C'est ça. d'industrialisation. On vient voir que les formes ou la forme des États africains est un frein à cette globalisation intra-africaine que nous voulons créer. Deuxième point, une fois que nous avons identifié les besoins, qu'est-ce que nous allons mettre en place comme stratégie pour pouvoir transformer, au moins apporter une solution à ces besoins exprimés par le marché? Moi, je reste sur la microéconomie parce que ce sont les entreprises qui créent les richesses. Et si nous mettons les États devant et que les entreprises viennent derrière, c'est que nous sommes sûrs, premièrement, que les États sont vertueux et que le droit public de ces États
permet les flexibilités qui créent des synergies. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les États-Unis d'Afrique aujourd'hui, c'est un vœu pieux, c'est impossible en la forme actuelle des États africains. Ce que la politique ne peut pas faire, par contre, et ça sera ma proposition, la culture peut le faire. Si nous départissons, n'est-ce pas, du champ, du carcan juridique des États aujourd'hui pour mettre les cultures en avant, on va voir qu'on peut créer des anneaux culturels. Oui, mais Vous prenez les décisions politiques. Je vais aller au fond. Vous prenez les anneaux culturels. Regardez toute l'Afrique. Si vous regardez les cultures des peuples africains, nous sommes plus unis que vous ne pensez. C'est vrai. Je peux parler, par exemple, le mot Muto en ma langue Bombongo, dans Bonambongo, les Sawa en général, ça veut dire la femme. Que dit le mot Si ou le Manding? C'est pareil. Mousso. Oui. Voyez que lorsque quelqu'un parle en Afrique de l'Ouest, moi je vais tout le temps au Burkina Faso, lorsque quelqu'un parle au Burkina, je reste concentré, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est parce que je n'ai pas appris à l'école à savoir que le Burkinabé qu'on appelle Burkinabé aujourd'hui, et moi nous avons les mêmes ancêtres, moi qui suis à Douala. Donc ce que nous ne pouvons pas faire par la politique, parce que la politique est ségrégationniste par essence, nous pouvons le faire par la culture qui est normalement fédératrice. Merci. Donc, réfléchissons sur les États-Unis d'Afrique, mais pas la valeur culturelle centralisée sur des mécanismes traditionnels africains et sur l'État traditionnel africain, et non pas l'État moderne hérité de la colonisation qui n'a fait que créer des problèmes de division au niveau, n'est-ce pas, des États africains. Imagine un instant, un seul passeport, un seul marché, une seule armée africaine. On serait une des plus grandes puissances du monde. Mais la vérité, c'est qu'on a gardé les réflexes du colon. On vend, ils transforment. On subit, ils interviennent. On est attaqué et on hésite encore à s'unir. Selon toi, qu'est-ce qui doit changer en premier pour que l'Afrique devienne une force? Si tu veux continuer ce type de débat, abonne-toi et active la cloche